J'adore déambuler la nuit dans les fondations de mon château, écoutant les murmures des enfants rejetés résonner à travers ces pierres humides. Il est loin le temps où ce château transformé en orphelinat régnait sur tout le comté de Colvides. Tellement loin qu'aujourd'hui j'ai décidé de te raconter son histoire, et donc la mienne. Il était une fois dans un horrible pays lugubre et froid, le petit Cédric qui, du haut de ses 16 ans, errait au bord d'une rivière, repoussant les afflux de vent glacial qui lui fouettaient le visage, pendant qu'il enjambait les corps de pèlerins qui, comme lui, n'avaient pas trouvé d'abri chaud pour la nuit. Cédric savait que sa fin était proche et qu'il allait bientôt rejoindre le club des Mr. Freeze humains qui ornaient cette rivière, mais il s'en fichait, car il avait échappé à bien pire destin. En effet, 2 ans auparavant, le petit Cédric vivait dans l'horrible maison de ses horribles parents, jonchés sur une montagne. Sa mère, braqueuse de diligence, parcourait les chemins à la recherche de voyageurs à dépouiller. Quant à son père, un horrible ventriloque avec un regard glacial, passait tout son temps dans son atelier sous les combles, à poncer et repeindre son horrible marionnette qu'il avait fabriquée avec ses propres mains pour son désastreux spectacle. Il avait rêvé d'une marionnette faite par un professionnel et avait même essayé de vendre le petit Cédric à des marchands d'esclaves pour financer cet investissement, mais les acheteurs, effrayés par le regard du gamin, préférèrent donner de l'argent au père pour qu'il le garde ou qu'il le brûle, ce qui poussa le ventriloque à fabriquer lui-même sa propre marionnette. Mais un jour, revenant du village où il s'était rendu pour arracher les cheveux à des petits mendiants pour coiffer sa sublime marionnette, arriva chez lui et découvrit que son atelier avait entièrement brûlé, emportant sa sublime marionnette dans un embrasement rapide et fatal. Caché dans sa chambre, le petit Cédric, écoutant les hurlements de son père, préféra ne pas quitter sa piole. Et quand minuit sonna, monta les escaliers jusqu'à l'atelier de son père pour récupérer les petits mégots qu'il avait malencontreusement oubliés quand il avait essayé de fumer sa première cigarette l'après-midi même. Mais arrivé en haut, remarqua des croquis et des plans que son père avait griffonnés sur un bloc-notes qui trônait au milieu de la pièce. Cédric, s'approchant de la première page, fut d'abord surpris puis ému. Mais c'est moi sur ce croquis. Père veut fabriquer une marionnette à mon effigie, se dit le petit garçon dont les larmes se mirent à pointer à travers ses glandes lacrymales. Mais tournant une autre page, se demanda pourquoi la marionnette à son effigie portait maintenant une énorme moustache. Et surtout pourquoi celle-ci était éventrée de haut en bas avec une pelle à tarte. Puis tournant la page suivante, se mit à cligner des yeux, voyant que la poupée était maintenant totalement amputée de ses membres et que ceux-ci étaient rattachés à son tronc par des bouts de ficelle et des clous. Puis s'apprêtant à tourner la page suivante, entendit un grincement dans son dos. Le petit Cédric, se retournant, remarqua que son père se tenait dans l'embrasure de la porte avec une pelle à tarte dans la main. Dit l'homme en s'approchant du petit Cédric. Pourquoi? Tu vas devenir le clou de mon spectacle. Je suis pas chaud. Viens ici, mon petit. Et au moment où l'ombre de sa pelle à tarte recouvrit le visage de l'enfant, celui-ci perdit connaissance. Ah, putain, merde. Quand le petit Cédric reprit connaissance, il se rendit compte qu'il était attaché à une chaise. Et sentant une étrange brûlure au-dessus de sa lèvre supérieure, comprit en voyant son reflet dans une vitre que son père lui avait incrusté de façon indélébile une énorme moustache au milieu du visage. Pourquoi? Mais il n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'il aperçut son père au-dessus de lui tenant une scie dans la main. Puis celui-ci déposa la lame sur son épaule. Le petit Cédric, pris de panique, se mit à se débattre tellement fort que l'homme s'éloigna pour aller chercher une raquette de ping-pong pour assommer le gamin. Mais subitement, le sol sous la chaise du gamin, affaibli par l'incendie, céda et le petit Cédric traversa le plancher et atterrit au rez-de-chaussée. Là-dessus, il réussit à se détacher et s'enfuit en courant dans le blizzard.
Reviens, j'ai une surprise pour toi, lui criait son père au loin. Mais Cédric ne croyait pas aux surprises. Et il pédestra des jours et des nuits pour fuir la maison de ses horribles parents. Le petit Cédric survit plusieurs années grâce à la mendicité. Non pas que les gens lui donnaient de l'argent par charité, mais en voyant son visage avec son énorme moustache, lui jetaient tous leurs biens en brandissant un crucifix pour qu'il s'éloigne. Ce qui certes fit bonne fortune au gamin, mais pas assez pour combler l'horrible souffrance qui le gangrénait, la solitude. Non mais c'est pas facile de trouver des amis quand on a hérité du regard noir de son père affublé d'une énorme moustache. Si bien que désespéré, il finit par rejoindre un groupe de pèlerins qui descendaient la montagne en quête de monde meilleur. Cédric savait qu'avec ce froid, aucun d'eux n'arriverait vivant à destination. Mais résigné au terrible destin qui l'attendait, choisit de suivre ses migrants. Mais arrivé au bord d'une rivière gelée, tomba à genoux au milieu des corps de ses amis de voyage. Cédric leva la tête vers le ciel pour dire adieu à ce monde si injuste. Adieu, quand subitement aperçut en face de lui un clown qui lui fit un signe de la main avant de se cacher derrière un arbre. Non mais c'est pas la peine de me faire peur, je suis déjà à moitié mort. Mais subitement il entendit un bruit de grelots dans son dos. Cédric, congelé, essaya bien de se retourner. Je suis Psycho le clown, dit l'horrible personnage qui se tenait au-dessus du petit Cédric qui venait d'être décongelé. Bienvenue au Creature Circle. Ah bah dites donc, quand je t'ai ramassé au bord de cette rivière, je t'ai ramené au cirque pour te donner à manger aux lions. Mais quand ils t'ont vu, ils se sont mis à crier comme des loups. Ouh, et se sont cachés derrière une caisse. Pauvre bête, j'ai donc décidé de te garder. Veux-tu travailler pour moi? Ça dépend. Sais-tu voler? Je manque un peu de pratique, mais je peux apprendre. Et le petit Cédric, séduit par le charisme de cet uluberlu et heureux de s'être trouvé une nouvelle famille, accepta le poste que Psycho le clown lui proposa, homme canon. Et c'est ainsi que les pèlerins qui se précipitaient au Creature Circle pour voir la girafe à tête de lion et la femme toupie furent ébahis par le numéro du petit Cédric, l'enfant moustachu qui caresse les étoiles, qui devint très vite le clou du spectacle. Mais un jour, ce fut un aéroplane qu'il caressa avec sa moustache. Et le poisseux gamin finit sa course en miettes sur la table d'opération du docteur Müller, le vétérinaire du Creature Circle. Après de nombreuses années d'opérations réparatrices sous le scalpel de l'horrible soigneur d'animaux, le petit Cédric, bien qu'ayant retrouvé l'usage de ses jambes, mais trop boiteux pour retourner dans son canon, se vit confier le poste de Monsieur Loyal du Creature Circle. Et ses blagues douteuses eurent un tel succès que le cirque remplit des salles en arpentant les routes parsemées de villageois assoiffés de potacheries diverses. Mais un jour, des rumeurs faisant état de disparition d'enfants à chaque passage du Creature Circle se propagèrent, si bien que le petit Cédric, après que Psycho le clown et le docteur Müller aient pris la poudre d'escampette à l'arrivée de la marée chaussée, n'eut d'autre choix que de s'enfuir son bagage à travers la sombre lande. Épuisé et sans un sou, Cédric se retrouva dans la même situation que quand il avait fui le ventriloque et rencontré Psycho le clown. Il traversa donc des montagnes et des forêts en quête d'une rivière gelée, quand subitement apparut une fée voyante extralucide en transit entre deux bouquets. Kikou, où vas-tu donc, petit garçon? Petit garçon, j'ai 33 ans. Eh ben ça va, t'es pas obligé de casser mon intro. Oh, pardon, je voulais pas vous blesser. Bon, eh bien, où vas-tu donc, petit garçon de 33 ans? Je ne sais pas, petite fée. Je cherche une famille. Une famille? Tu as besoin de moonboot pour en trouver une? De quoi? Moonboot, le confort ultime des gros marcheurs. J'ai fait une promotion. Une moonboot achetée, la deuxième est offerte. Elles sont en pure fourrure de mammouth. Hein. Non, écoutez madame, laissez-moi, j'ai pas de monnaie. Je voudrais juste trouver un endroit où je peux vivre loin. Oh, bah pas chialer, hein. Je suis pas chialer avec toi, je suis sociopathe. Par contre, si tu cherches un endroit pour vivre, je connais un grand château, habité par un vieux monsieur qui adore les petits garçons. C'est vrai, madame la fée? Bah oui, mais c'est loin, il faudra des bonnes chaussures. Mais j'ai toujours pas d'argent. Alors, masse-moi les pieds. Après avoir massé les pieds de la fée pendant qu'elle dessinait un plan pour se rendre au château,
le petit Cédric chaussa ses moonboots et s'apprêtant à prendre la route, vit apparaître devant lui un énorme mammouth hurlant. Petite fée, pourquoi il y a ce mammouth qui m'agresse, là? C'est parce que tu portes tes enfants à tes pieds. Fuis. Et alors que le mammouth se rua sur le petit Cédric, celui-ci s'enfuit en courant et courut ainsi des jours et des nuits, poursuivi par le mammouth vengeur, et arriva devant le château mystérieux. Trônant au sommet d'un rocher au milieu d'un cratère de volcan en éruption, le château semblait très accueillant malgré sa tour à moitié brûlée et le rocher en forme de crâne qui trônait sur le brasier fumant. Cédric, entendant son assaillant Punisher le mammouth s'approcher, traversa le pont suspendu et grimpa jusqu'au château. Cédric frappa à la porte. Celle-ci se mit à grincer en arrachant les lierres qui étaient incrustées dans le bois. Et subitement, éclairé d'un faisceau de lumière bleutée, apparut un vieil homme, le regard glacial, et dont la voix d'outre-tombe lui dit « Bienvenue au château du comté de Corvitas. Je suis le maître des lieux. Que puis-je faire pour vous ?» C'est-à-dire qu'en fait, c'est une fée qui m'a dit « Tu devrais aller au château, ce sera bon. » Ah, l'homme l'interrompit, puis se pencha, remonta son manteau, laissant apparaître une sublime paire de moonboots. Puis l'homme invita le petit Cédric à entrer dans son château, puis il le suivit en le scrutant de haut en bas. Confortable ces moonboots, n'est-ce pas? Oui, une brave fille, cette fée. Il y a quelques années, un soir de Noël, sa mère, qui était une fée supérieure, s'était rendue au village pour acheter une jolie robe pour sa fille. Mais il faisait tellement froid que ses pieds ont gelé. C'est la gamine qui l'a retrouvée. Elle a massé les pieds de sa mère aussi fort qu'elle pouvait, mais au final, elle est morte. Ah, la gangrène. Ah non, pas du tout, elle a été dévorée par un mammouth. La gamine s'était rendue au village pour essayer de trouver le médecin, mais quand la gamine est revenue auprès de sa mère, elle n'a retrouvé que ses pieds congelés que le mammouth avait recrachés. Elle a conservé ses pieds dans un bocal, puis s'est mise à fabriquer des bottines en peau de mammouth qu'elle offre à tous les voyageurs. C'est beau, n'est-ce pas? Ah, c'est beau. Puis le vieux monsieur offrit à Cédric un somptueux repas, et quand celui-ci fut rassasié, il lui fit visiter sa bibliothèque de contes et légendes. Mais Cédric n'était pas si naïf. Il savait que tant de bonté avait un prix à payer, et il ne tarda pas à recevoir l'addition. Le vieil homme s'assit dans un confortable fauteuil près de la cheminée. Quant au petit Cédric, après avoir refusé l'invitation du vieux monsieur à s'asseoir sur ses genoux, se posa sur une chaise en face de lui. Puis le vieil homme se mit à lui conter l'histoire de son château. Il était une fois un jeune comte qui vivait au sommet d'une montagne dans un château dont la façade incrustée d'un rocher en forme de crâne trônait sur tout le comté de Corvitas, effrayant les voyageurs qui tenteraient de venir importuner les villageois qui vivaient au pied de cette sombre bâtisse. Il avait fait fortune dans le méthane qu'il prélevait sur des mammouths transgéniques qu'il avait installés dans l'usine qu'il avait fait fabriquer dans les fondations de son château. Passionné par les oiseaux et particulièrement par les corbeaux, il avait fabriqué une montgolfière au méthane dont il se servait pour voler avec ses amis ailés. Mais en 1802, lors de la grande révolution des mammouths qui obtinrent leur indépendance, le comte, par amour pour une jeune femme qu'il avait épousaillée mais avec qui il ne pouvait pas avoir d'enfant, avait, après supplication de sa bien-aimée, accepté de transformer son usine en orphelinat pour tous les enfants rejetés. Mais un jour, un miracle se produisit. Sa femme tomba enceinte et le comte fut si heureux qu'il se mit à crier sa joie dans tout le comté et offrir plein de cadeaux à ses orphelins qu'il aimait tant. Et le soir de Noël, alors que le comte racontait de jolies petites histoires de lutins magiques à ses orphelins devant la cheminée, sa femme lui fit comprendre que c'était ce soir qu'il allait être père d'un lutin encore plus magique. Oh! Cria le comte. Les enfants, malgré la tempête, se précipitèrent au village pour aller chercher le médecin, mais quand ils revinrent, c'était trop tard. La mort avait été plus rapide qu'eux et avait emporté avec elle l'âme de la femme et du
pépé, laissant un conte effondré, criant sa douleur au sommet de sa tour. Les enfants essayèrent bien de consoler le comte, mais rien n'y faisait. Il restait enfermé dans sa tour, menaçant la mort qui lui avait enlevé ce qu'il avait de plus précieux. « Tu as pris ma femme, tu as pris mon enfant, moi tu ne m'auras jamais !» criait le comte envers la mort qu'il méprisait plus que tout. Puis un jour, il décida de tout mettre en œuvre pour contrer les projets de cette macabre faucheuse. Il se rendit chez Grigri Rasputin, un sorcier qui vivait avec sa fille, une fille voyante extra-lucide, de l'autre côté de la forêt des 13 pendus. Après avoir décapité 3 brigands qui s'en étaient pris à lui et tué un crocodile à bosse qui avait essayé de manger son cheval, arriva devant une sombre cabane recouverte d'ossements de mammouth. Après être entré dans la cabane et avoir acheté une paire de bottines en fourrure à la petite fille, il expliqua au sorcier son diabolique plan, qui n'était autre que déjouer les plans de la mort pour que jamais elle ne puisse l'emmener avec elle. « Ah oui, dit le sorcier, hein, il y a bien un truc, mais... »« Pas de mais, je suis prêt à tout. »« Bien, répondit le sorcier. Et c'est alors qu'il entama la cérémonie de la contre-mort, appelée la contre-morte, dont il tenait la formule de sa sœur qui avait été brûlée vive après avoir volé la formule à une tzigane enterrée vivante dans un cimetière indien. Après avoir bu une potion à base de vomi de canard, le comte fut attaché totalement nu sur une planche de séquoia. Puis quand le sorcier se mit à hurler sa formule diabolique, le comte entra en transe et des milliers d'araignées tout droit sorties de l'enfer se mirent à parcourir son corps nu et sexy, en le mordant et en lui injectant un venin diabolique à travers tous les pores de sa peau. Le comte se mit à hurler de douleur, mais ses cris étouffés par l'orage qui venait de naître au-dessus de la cabane prirent fin quand un éclair foudroya le comte, faisant disparaître ses entraves dans une énorme flamme bleue qui parcourut tout son corps de haut en bas. Quand il reprit connaissance, il s'épousta les épaules. Pour vivre cette vie éternelle, ce ne sera pas sans contrainte, monsieur le comte. Vous devrez vous nourrir chaque jour de l'énergie produite par les enfants qui ont peur, comme une sangsue diabolique tout droit sortie de l'enfer. Et si vous ne pouvez vous nourrir de cette énergie, ce qui vous emportera sera encore plus cruel que la mort. Le comte, arrivant devant la porte, l'ouvrit, et au moment où il s'apprêtait à sortir, le sorcier l'interrompit. « Attendez, monsieur le comte. »« Quoi encore ? Vous êtes tout nu, monseigneur. »« Oh !» cria le comte en se baissant. Puis il attrapa une bottine qui traînait et s'en servit pour cacher son intimité. La petite fille terrifiée se redressa et cria « Papa, pourquoi le vieux monsieur a mis son zizi dans ma moon boot ?»« C'est rien, ma chérie, j'expliquerai quand tu seras grand. » Le comte gêné se rhabilla et sauta sur son cheval. Il traversa la forêt des 13 pendus et retourna dans son château. Arrivé chez lui, il s'enferma dans sa bibliothèque et se mit à écrire plein d'histoires terrifiantes inspirées de légendes urbaines. Il obligea ses orphelins à écouter ces histoires tous les soirs devant la cheminée. Avec une pince à escargot. Et quand son récit se terminait, il se recouvrait le visage de masques qu'il fabriquait à partir de cadavres d'animaux et poursuivait les orphelins dans son château en criant « Je vais vous bouffer, Mais au bout de quelques années, les enfants grandirent, si bien que les histoires du conte ne les effrayaient plus trop. Wesh, trop boomer, vos histoires, monsieur le con. Si bien que celui-ci, s'affaiblissant de plus en plus, remarqua que le comportement de ses corbeaux à son égard avait changé. En effet, ceux-ci se mirent à tourner autour de lui en essayant de le mordre par-ci, par-là. Puis un jour, ceux-ci se jetèrent sur lui essayant de le dévorer. Le comte, réussissant à échapper à ce guet-apens, comprit la phrase du sorcier « Ce qui vous emportera sera encore plus cruel que la mort ». C'est alors qu'il eut une ingénieuse idée pour contrer son terrible destin. Il se mit à dévorer ses enfants vivants. Chaque nuit, il en séquestrait 2 dans sa tour, attachait l'un d'eux et dévorait l'autre sous les yeux exorbités de son camarade hurlant. Puis quand il s'était bien nourri des peurs de ses gosses, jetait les restes à ses corbeaux qui en faisaient bonne chair. Mais quand il eut mangé tous les enfants, la seule survivante appelée Gaga, la boiteuse, qu'il gardait comme dessert pour son fameux feuilleté de petite fille au marron qu'il comptait servir
avec sa succulente pizza 3 cadavres, réussit à s'échapper du château et courut jusqu'au village pour prévenir les habitants. Horrifiés par ce récit, ceux-ci se mirent en route vers le château, armés de fourches et de torches. Et quand ils montèrent dans la tour, trouvèrent les carcasses d'enfants qui jonchaient le sol. Les villageois, comprenant que Gaga la boiteuse n'avait pas menti, décidèrent d'appliquer une justice rapide et efficace en emmurant le comte dans sa tour avant d'y mettre le feu. Et c'est alors qu'au moment où les flammes crépitantes grimpaient la tour, laissant échapper les hurlements du comte, le sol se mit à vibrer et les villageois furent engloutis par la lave du volcan qui venait d'entrer en éruption sous leurs pieds, emportant les gens, les fourches, le village et Gaga la boiteuse, n'épargnant que le rocher où se trouvait le château du comte Victor van Corvitas. « Vous voulez un café ?» Quoi ?» répondit Cédric au vieux monsieur qui venait de mettre une bûche dans la cheminée. Non, je veux pas de café, ça me donne la courante. Ah, bien. Quelques mois plus tard, un jeune duc se présenta devant la porte du château. Il avait reçu quelques semaines auparavant un étrange courrier d'huissier qui stipulait qu'il avait hérité du château et du comté de son oncle, le comte Van Corvites. Il s'y était rendu immédiatement. Après avoir fait construire un pont par des enfants esclaves qu'il avait jetés dans la lave juste après pour pas être obligé de les payer, le duc rejoint la porte du château avec la ferme intention de prendre possession de son héritage. Après avoir visité la grande bibliothèque, il abattit le mur qui menait à la tour. Il grimpa les marches de pierre jusqu'au sommet, s'imaginant qu'il allait y trouver un trésor. Mais arrivé en haut, des centaines de corbeaux se jetèrent sur lui avant de s'enfuir par la fenêtre. Après avoir crié à son déchirer les cordes vocales, le duc fit le tour de la pièce, enjambant les squelettes de gamins qui jonchaient le sol, quand subitement, sentant un énorme courant d'air glacial le traverser, alors qu'un orage venait de se former au-dessus de la tour, le duc se dirigea en direction de l'escalier quand il tomba nez à bec avec des centaines de corbeaux jonchés les uns sur les autres, formant une étrange forme noire. L'orage s'arrêta subitement. Le duc essaya de s'éloigner discrètement des corbeaux, quand tout à coup ceux-ci s'envolèrent, laissant apparaître une étrange forme qui s'approcha de lui et l'enveloppa dans une énorme lumière bleutée. Le comte avait bien brûlé, mais ne pouvant mourir à cause de la malédiction de la Contra Morte, survit des mois dans sa tour en se nourrissant de carcasses d'animaux que lui laissaient ses affectueux corvidés. Mais ne pouvant fuir sa prison encerclée de lave en fusion, eut l'idée prodigieuse de faire parvenir à l'un de ses descendants, par l'intermédiaire de ses corbeaux voyageurs, son testament ainsi que les actes de propriété de son château, afin de faire venir celui-ci à lui pour prendre possession de son jeune corps. Quel abruti ce duc. Mais cette possession n'était pas sans condition. Il fallait qu'il se nourrisse continuellement de l'adrénaline produite par les gens qui ont peur. Et c'est ainsi que tous deux, sous la même cape, se mirent à parcourir les chemins en racontant d'horribles histoires à tous les pèlerins qu'ils rencontraient. Puis l'homme s'arrêta net de parler, ferma ses yeux et sa tête tomba sur le coude. « Monsieur » chuchota Cédric, impatient de connaître la suite de l'histoire. Mais constatant que le vieil homme n'avait plus de pouls, se rassit sur sa chaise. « Comment ça alors ? Vous voulez faire quoi tout ça ?»« Mais tout ça, c'était il y a 100 ans !» Et si vous ne l'aviez pas compris pendant que je vous racontais cette histoire, le duc, c'est moi. Ah bah dites donc, puis-je vous demander une faveur ? Ça dépend. Une faveur plus que généreuse, puisque si vous l'acceptez, vous hériterez du château, des terres et du titre de comte de Van Corvites. Je conçois cette idée, mais il y a des choses que je ne vous en demanderai qu'une seule en échange de tous mes biens, que vous me portiez jusqu'au sommet de la tour pour que je puisse y mourir dignement. Je comprends, monsieur, je suis très touché par votre cadeau et je me ferai vraiment une joie de vous rendre ce service. Et c'est ainsi qu'après avoir signé les actes de propriété, Cédric prit le vieux duc sur ses épaules et grimpa le grand escalier de pierre. Et alors que le vieux monsieur s'amusait à lui mordre l'oreille en riant, « Non mais ça va pas, monsieur le duc ?»
arriva au sommet de la tour et déposa le corps du vieux duc. N'oubliez pas, jeune homme, si vous ne vous nourrissez pas continuellement de la peur des gens, les corbeaux vous dévoreront. Ah non, mais y a pas de souci, hein. De toute façon, j'ai pas l'intention d'habiter ici, hein. Moi, je vais mettre le château en vente, m'acheter un petit cottage au bord de la mer, faire du surf. Je vais laisser vos histoires de malédiction, mammouth, corbeaux et tout ça à mes nouveaux acquéreurs. Ce que vous avez de la peine à comprendre, c'est que l'abruti, aujourd'hui, c'est vous. Et c'est alors que des centaines de corbeaux se jetèrent sur le duc en le dévorant vivant comme un buffet à volonté. Cédric, horrifié par cette boucherie, détourna le regard. Et quand il crut que tout était fini, se retourna en direction du duc. Il tomba nez à nez avec une étrange forme noire qui se tenait debout devant lui. C'est alors que la forme se jeta sur lui et l'enveloppa dans l'énorme flamme bleue de la Contra Morte, le condamnant à vivre éternellement comme le duc avant lui, possédé par l'esprit diabolique du comte Van Corvides, le rendant esclave de la peur des gens comme une sangsue suceuse d'âme. Et c'est ainsi que se commence l'histoire du conteur. Alors, si tu le rencontres, que ce soit sur scène dans son prochain spectacle ou sur sa chaîne YouTube, surtout écoute son histoire. Car ce serait vraiment dommage que pour pouvoir continuer à exister, il soit obligé de dévorer tes gamins. Bonne nuit, tronche de cake.